Bienvenue sur Dialogue Migration Podcast. De Dakar à Goma, en passant par Conakry, Nouakchott, Cotonou, Ouagadougou et Niamey, nous allons revenir sur le mille et une facettes de la migration. Ces podcasts présentés par Laetitia Kassongo depuis la ville de Goma. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Rodriguez Katsouva. Il est journaliste cofondateur de Congo Tchèque. Il a effectué une partie de ses études en République démocratique du Congo et l'autre en Europe, mais il a opté pour le retour au pays pour entreprendre grâce à la migration. Rodriguez Katsouva, bonjour. Bonjour chers journalistes, je suis Rodriguez Katsouva, journaliste, cofondateur de Congo Tchèque, qui est un média de vérification des faits en République démocratique du Congo. Je suis détenteur d'un Master 2 en management des médias de l'École publique de journalisme de Lille. Je vis entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Belgique et la France. Après ton diplôme, pourquoi tu as quitté la ville de Béni? J'ai quitté la ville de Béni parce que je voulais d'abord trouver une école où faire des études de médecine. Et donc je suis allé à Bukavu, mais très vite j'ai voulu changer d'orientation parce que déjà à Béni, je travaillais comme animateur d'émissions. Donc c'est là m'a donné la passion de m'orienter vers le journalisme. J'ai très vite aimé le micro, ça a très vite accroché entre le micro et moi. J'ai commencé à travailler à la radio en 2009-2010. Et principalement, c'était parce que tout ce que j'avais comme moyen, enfin comme capacité, c'était que je parlais déjà très bien français à l'époque et j'écrivais déjà très bien. Parce que j'avais beaucoup lu. Donc c'est ce qui m'a ouvert donc les portes de la radio, et même si je voulais continuer la médecine, mais j'étais toujours avec la radio et le journalisme à moi. Et c'est ainsi que j'ai dû quitter la ville de Béni, donc en ayant déjà une expérience radio, et que je voulais continuer donc les études de médecine, mais j'ai arrêté très vite pour me réorienter vers le journalisme. Monsieur Rodriguez Katsouva, dis-nous un peu comment et pourquoi tu es parti en Europe. Alors, comment je suis parti en Europe? J'ai travaillé comme spécialiste communication dans une ONG américaine. J'ai été invité pour un stage à Paris et j'ai accepté de démissionner, de quitter un salaire confortable. À l'époque, je gagnais, mes salaires combinés, c'était autour de $2100. J'ai quitté tout ça pour un stage non payé de 2 mois à Radio France Internationale à Paris. Parce que la radio me manquait et que la communication, c'est quand même très différent du journalisme, même s'il y a beaucoup de similitudes. En tout cas, les règles ne sont pas les mêmes, les libertés ne sont pas les mêmes en journalisme qu'en communication. Donc je voulais quand même retrouver la voie du journalisme. Et c'est là que j'ai démissionné, que je suis parti à Paris, que j'ai fait mon stage et que je me suis inscrit pour mon master là-bas. C'est comme ça donc que je suis parti en Europe. Mais la première occasion de voyager en Europe, c'était... Je parlais et j'écrivais déjà très bien français depuis l'école secondaire parce que j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Ça m'a permis en tout cas d'avoir une assez bonne orthographe de manière précoce et de me cultiver sans pour autant avoir beaucoup de moyens de me cultiver autrement que par les livres. Et c'est ainsi que la première fois que je suis parti en Europe, avant d'aller pour un stage à RFI, c'était qu'on avait gagné le premier prix francophone d'innovation dans les médias avec Habari RDC, une plateforme de blogueurs. Et moi, j'étais éditeur, et donc en tant qu'éditeur, j'avais participé au dossier qu'on avait soumis pour le prix. Et en tant qu'éditeur, donc, j'étais invité à Paris pour recevoir le prix. C'est comme ça que je suis arrivé en France la première fois.
Et c'était pour quelques jours seulement, mais moi je m'étais dit, vu que je pars pour quelques jours, je vais en profiter pour créer des contacts afin de pouvoir revenir. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Cécile Mégy, qui était la directrice, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore la directrice générale de Radio France Internationale, enfin la directrice de RFI. Et grâce à elle, donc elle m'a expliqué le processus à mettre en place pour faire un stage à Radio France Internationale. J'ai tout fait. J'ai commencé à produire des émissions, des chroniques pour RFI gratuitement en étant au Congo. Et c'est comme ça que j'ai été invité 3 mois après pour aller faire un stage à Paris au sein de la rédaction de Radio France Internationale. Et c'est ainsi que je suis allé en Europe. Ok. Pourquoi tu as opté pour les retours au pays ? Alors pourquoi est-ce que j'ai opté pour rentrer au pays ? En fait, moi, le pays ne m'a jamais quitté. Techniquement, j'y suis arrivé en Europe et j'ai très vite compris que ce n'était pas un Eldorado comme on nous le vendait. En tout cas, le métier de journalisme, il est très précaire en France, il faut le savoir. Moi, je connais des pointes dans le travail donc, de journalisme, en tout cas des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui gagnent un salaire minimum parce que voilà, c'est un métier très précaire en France. Mais être parti en France m'a permis de faire des études et d'avoir beaucoup d'expérience que je n'aurais pas eu peut-être sur le continent et surtout une certaine notoriété dans le monde du journalisme mondial. Donc ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Donc la formation en France, l'expérience avec Radio France Internationale, tout ça sur mon CV, ça m'a donné du punch et surtout le fait de voir que tout était possible. Avant même de partir, on avait déjà lancé donc, au pays Congo tchèque, qui était le premier média de vérification des faits en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique centrale et le premier d'ailleurs en Afrique francophone à être reconnu par le réseau international de fact-checkers. Et donc le retour au pays, c'était que voilà, j'avais quand même déjà lancé quelque chose et je suis revenu au pays pour ce que j'ai appris là-bas, mettre en commun avec mes 2 collaborateurs, parce que chacun apporte une pierre et voilà. Et donc on a décidé d'investir au pays. Et aujourd'hui on est un groupe de médias avec une télévision, 2 chaînes radio, le site internet et un centre de perfectionnement en journalisme. Et on est content quand même de pouvoir faire des choses au pays. Et on continue en tout cas à faire des liens avec des pays à l'étranger, la France principalement. Rodriguez, tu peux nous expliquer ce que la migration t'a apporté sur le plan professionnel et personnel ? Moi, comme je viens de le dire tout à l'heure, être en France, d'abord j'ai compris que si je voulais faire des choses, ça devait être dans mon pays, que je devrais profiter de la France, de toutes les opportunités qu'il peut y avoir, des opportunités que je peux répliquer chez nous. Il faut le savoir, pas vivre en France, pas profiter des aides, pas profiter du système français, mais apprendre d'abord, et puis toute cette ouverture que Paris m'a donnée, ça m'a permis d'être très ouvert vers des gens et de nouer certains partenariats qui continuent à nous apporter beaucoup de choses aujourd'hui. Mais sur le plan très personnel, c'est que moi, c'était cette prise de conscience de savoir que la France, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux profiter de toutes les portes que la France peut m'offrir, mais moi aussi apporter quelque chose à mon pays et même quelque chose à la France. Pourquoi pas ? Donc, je ne vais pas aller charger le système social français, mais je vais en profiter pour créer de la richesse pour moi-même, pour payer mes impôts en France et pour me lancer en tant qu'entrepreneur en France, mais surtout avec un focus, un regard sur mon pays. J'ai vu toutes les choses que je pouvais faire, à quel point mon pays était encore vierge et qu'il y avait beaucoup de domaines à exploiter. Et donc ça, sur le point personnel, j'ai compris que si je voulais gagner la vie en tant qu'aîné, et vu que j'ai maintenant presque 5 enfants, donc ce ne serait pas avec la France, il faudrait que ce soit que la France me permet d'ouvrir des portes. Donc je peux aller toquer aux portes de certaines entreprises, de certaines ONG, de certains fonds, directement partout en Europe, mais tout en sachant que ma base, ça reste au Congo. Est-ce qu'on peut dire que la migration a le point positif grâce à ton expérience ? L'immigration a toujours de points positifs. Je pense que vraiment, quand on a dit que voyager est le plus grand livre du monde, c'est vrai.
déjà, le fait de rencontrer d'autres cultures, de voir d'autres personnes qui pensent différemment, qui ont des histoires différentes des nôtres. J'adore voyager dans les villages, dans des petits villages français, des petits villages belges. J'étais à Chimay, j'étais à Forges et tout. Et juste voir tout ça, cette prise de conscience, savoir qu'on est, enfin, qu'on n'est pas seul, mais qu'on est aussi une partie d'un grand tout. C'est vraiment une très grande expérience. Et surtout, moi, sur mon CV, je dois le reconnaître que ce soit en France, que ce soit en Centrafrique où j'ai travaillé, dans tous les autres pays en tout cas, avoir voyagé est quelque chose qui m'a apporté beaucoup sur le plan personnel. Et dès qu'on gagne sur le plan personnel, on gagne aussi sur le plan professionnel aujourd'hui. Donc, grâce à la France, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui voyageront désormais entre la RDC et la France pour se former et revenir former ici. On est en train d'étendre le fact-checking au Burundi, au Rwanda, au Tchad, en Angola, au Gabon et plusieurs autres pays de l'Afrique centrale, et qui soient francophones aussi, même pas seulement francophones, mais aussi lusophones. Donc, on est en train de lancer des choses grâce aux expériences que nous avons acquises, que ce soit moi, que ce soit mes deux autres collègues, tous on a voyagé énormément en Europe. Et voilà, donc pour moi c'est ça. Et je suis content d'investir dans mon pays tout en respectant les règles de la France qui m'a accueilli. Voilà, donc vraiment l'immigration m'a apporté énormément et moi j'espère continuer à apporter énormément à tous les pays qui m'ont accueilli. La France, la Belgique, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Tchad, voilà quoi. J'étais dans plusieurs pays, je ne sais pas tous les citer. Et le Ghana, tous ces pays m'ont apporté beaucoup de choses. Chaque pays où j'ai voyagé, en tout cas, où j'ai émigré. Et le Rwanda, d'ailleurs, aussi. C'est le premier pays où j'ai décidé d'aller m'installer d'abord depuis 2015. Et avec mes collègues, on a commencé à avoir plus d'opportunités en vivant au Rwanda parce qu'on avait un accès à Internet moins cher et une sécurité et de l'électricité. Et ça, c'est aussi parmi les avantages en tout cas de l'immigration. Donc ça a commencé au Rwanda, pas seulement en France. Comme tu viens de l'évoquer dans cette question sur l'expérience et l'apport de certains pays, et je voulais aussi savoir ce que le Tchad t'a apporté dans ton parcours, mais aussi la Belgique, la France et la Centrafrique. Au Tchad, on a aidé à lancer des médias de vérification des faits là-bas. En Guinée équatoriale, j'étais là-bas en reportage pour la Banque africaine de développement. Ça m'a permis d'ouvrir certains réseaux et de comprendre certaines choses sur mon continent et tout, et de nouer certains partenariats avec des journalistes du Maghreb. Mais particulièrement en Centrafrique, je suis resté pendant 1 an. J'ai formé les premiers journalistes fact-checkers qui sont là-bas, et aujourd'hui le fact-checking est en train d'évoluer parce qu'il y a actuellement une guerre d'influence entre la Russie et la France par rapport à la Centrafrique, et moi je suis très content d'avoir été à l'aube de la lutte contre les manipulations, qu'elles soient russes principalement parce que c'est eux qui les font, mais des fois aussi les partisans, les ambassades en France aussi peut arriver qu'ils taisent certaines informations ou qu'ils ne donnent pas certains éclaircissements, voilà quoi, et que ça rentre un peu dans la désinformation aussi d'une certaine manière. Donc voilà un peu tout ça, ça a permis d'avoir un autre regard par rapport à moi-même, par rapport au métier, par rapport à tout ce qu'il y a à faire sur le continent africain. Comment tu as vécu l'instabilité dans certaines parties du pays et en quoi cela a affecté plus ou moins ta vie? Moi, je suis donc de cette région, je suis né là-bas et c'est là que j'ai grandi. Moi, je me souviens de Béni parce que j'y ai passé les 2 dernières années de l'école secondaire. Donc, on se promenait jusque tard la nuit. Il y avait une petite discothèque de notre ami qu'on appelait Mukandi. On était là-bas jusqu'à 23h, on discutait, et c'était là où on vendait les disques les plus originaux de toute la ville de Béni. Donc on ne craignait rien, on rentrait à pied chez soi, sans aucune inquiétude, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce que même en plein centre-ville de Béni, des attaques peuvent avoir lieu. Il y en a eu même récemment à Noël, dans le supermarché le plus fréquenté de la ville. Donc pour moi, ça a un peu détruit ce souvenir, cette idée, cette image de Béni que j'avais, que je portais toujours en moi, et c'était très triste. Mais aussi, ça a influencé un peu ma carrière parce que si on s'est lancé dans le fact-checking, c'est parce que
les massacres à Béni ont commencé depuis fin 2013, donc en 2014. Et des fois, certains internautes, en fait, parce qu'on se disait pourquoi la communauté internationale reste silencieuse par rapport aux meurtres et aux tueries qu'il y a à Béni. Et certains internautes, pour attirer l'attention de la communauté internationale, alors publier des photos, des images des gens découpés à la machette, des personnes mortes, des cercueils ou alors des corps déchiquetés. Malheureusement, certains internautes prenaient des photos et des images qui venaient d'autres pays, de la Zambie, du Cameroun et tout, pour dire que c'était à Béni. Donc nous, on s'est dit c'est un danger parce qu'on veut sensibiliser la communauté internationale pour qu'elle s'intéresse à la question de Béni. En même temps, on utilise des photos qui viennent d'ailleurs. Donc la communauté internationale pourrait bien voir ces photos et dire mais non, c'est au Cameroun. Donc ça se trouve, ce qu'on dit à Béni, c'est faux, il n'y a pas autant de massacres. Donc on a commencé à sensibiliser les gens à dire c'est bien de partager des images vraies de Béni, la vraie situation de Béni. Et après, il y avait aussi Ebola en même temps qui s'est rajouté donc à cette condition particulière de Béni. Et il y a eu beaucoup de rumeurs. Et chez nous, les rumeurs, la désinformation tue littéralement. Donc les équipes qui étaient venues pour s'occuper, donc les médecins expats et tout ça, ont commencé à être attaqués parce qu'on disait qu'ils venaient voler les organes des personnes mortes d'Ebola et qu'Ebola n'existait pas. Ou alors on a commencé à dire qu'Ebola c'est pour tuer les peuples nandais. Il y a eu même des politiciens qui ont profité de ça. Donc ça a fait un gros mélange et que nous, en tant que professionnels, on a voulu s'attaquer à ces rumeurs-là et ça a été donc parmi les choses donc professionnellement, c'est comme ça que ça nous a un peu affecté personnellement et professionnellement, cette insécurité, ces instabilités. D'ailleurs, c'est pareil même dans le Rutshuru, on voyageait quand on voulait et là on ne peut plus le faire. Toi, en tant que journaliste, quelle expérience sur les traitements de l'information liés aux conséquences du conflit dans certaines parties du pays et particulièrement les déplacés? Malheureusement, ce que je peux dire, c'est que d'un côté, il n'y a pas de traitement qui soit juste ou qui se rapproche de la neutralité. D'un côté, les médias étrangers, donc RFI, France 24, Le Monde, TV5 et tout, veulent certaines sortes d'images de la part de leurs correspondants et ne voudront pas voir d'autres côtés. Hein. Et d'un autre côté, le média acquis au gouvernement, la RTNC, chaîne nationale et tout, et aussi veulent flatter les dirigeants. Du coup, on a deux opposés, la mort kilométrique, comme vous le savez. Donc, tant que ce n'est pas très trash, tant que ce n'est pas des gens qui meurent de faim dans les camps des déplacés, certains médias internationaux ne vont pas les prendre. D'un autre côté, le gouvernement va essayer de masquer, de cacher certaines vérités. Donc du coup, on a un traitement biaisé. On n'a pas la réalité réelle, on n'a pas des simples vérités par rapport à ça. Donc ce traitement-là, malheureusement, c'est un peu ça. Donc dans le camp de déplacés, quand il y a des morts, quand il y a des gens qui tombent malades, quand il y a autant de déplacés où il y a des cas de viol, certains médias seront prêts à prendre. D'un autre côté, le gouvernement congolais n'en parlera jamais, par exemple les médias de la République démocratique du Congo. Mais c'est quand un ministre ou un député ose se promener à côté d'un camp déplacé, les médias de l'État en font la une dans toutes les éditions. Donc c'est un peu ça, c'est malheureusement ces traitements dichotomiques que je déplore. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces premiers numéros de Dialogue Migration Podcast. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.